en partie, Philippe, je ne comprends pas, Philippe Binet, nous a aidé à entrer très profondément dans le livre. Quelquefois, Gilles Perrault a répondu aux questions que je voulais poser. Alors, je propose deux phrases lapidaires. La jeunesse est dans la résistance, les vieux sont à Vichy. Voilà. J'ai un souvenir assez lointain d'une réunion électorale où on avait parachuté dans le 8e arrondissement M. Maurice Couve de Murville, et un contradicteur lui a dit, mais monsieur, croyant le coincer, monsieur, où étiez-vous en 40, en 43, quand elle rejoint. Et Couve de Murville a dit, monsieur, à Vichy, comme tout le monde, comme François Mitterrand d'ailleurs, et quelques autres. Bien, alors la jeunesse, le rôle des femmes, là, Gilles, vous avez largement répondu, les hommes n'étaient plus là de toute manière. Hein. Et puis, ce qui me touche plus particulièrement, c'est la surestimation littéraire qui frappe les écrivains de la collaboration. Je viens d'apprendre, par exemple, qu'on va publier les décombres de Robaté, dans une collection de genre poche, genre bouquin, etc., avec des inédits, qu'on va nous livrer bientôt Mein Kampf avec ce qu'on appelle les universitaires à l'apparat critique. Je n'en vois pas tout à fait la nécessité. Je voudrais tout de même dire, d'abord, que la poésie française n'a jamais été aussi vivante, peut-être parce qu'elle est facile plus facile à transmettre que pendant la guerre. Et que les écrivains importants, les écrivains qui marqueront ensuite, ont tous été anti-vichistes. Que ce soit Aragon, que ce soit un très grand poète maintenant oublié, qui est Pierre-Jean Jouve, qui n'est pas dans la Pléiade, alors que Drieux-La Rochelle y figure, d'ailleurs sans correction de phrases boiteuses. Alors il ne faut pas se tromper. Il est vrai que la trahison est un sujet éminemment littéraire. Enfin, il y a les faits. Les écrivains de la collaboration, que ce soit ceux que nous venons de nommer, ou des gens comme Lavarante, enfin, etc., excusez-moi de donner des noms, j'ai la culture de l'inutile. Ce sont des gens absolument médiocres et qui feront une carrière qui les conduira aux honneurs, je n'insisterai pas là-dessus. Et on me comprendra. Mais les importants étaient de notre côté. Et on s'aperçoit que personne, le livre de Garcin est très utile à cet égard, enfin, il y avait des gens d'une autre envergure, mais on n'en parle jamais. Alors, on traîne les éternels que vous venez de nommer, qui ont été jugés dans des conditions disons, un peu rapides, mais enfin, vous savez, un homme qui dirige un journal dont le dernier numéro contient la liste des derniers juifs à arrêter, mon Dieu, le débat, vous pensez au rétrospect, ça n'aurait rien changé à la lourdeur des faits. Alors voilà ce à quoi je m'achemine. Est-ce que vous ne trouvez pas vraiment aussi que l'on a exagéré de ce côté-là? Oui. Non, vous savez mieux qu'aucun de nous, il est vrai que cette période de l'occupation a été l'occasion de grandes retrouvailles de la poésie, oui, avec le peuple, je dirais. C'est ça. Il y avait eu tout de même, enfin il y avait Prévert, certes, mais bon, ça a été... Alors, Crève-cœur. Oui, absolument, oui, Aragon qui a écrit quand même des choses absolument magnifiques. Il y a eu cet ouvrage collectif, sous pseudonyme, bien sûr, L'honneur des poètes. Hein, l'honneur des poètes, où se trouvaient effectivement, vous avez raison, tous ceux qui allaient devenir des très grands, des tout grands, qui a entraîné une réponse d'un surréaliste, Benjamin Péret. Enfin, Benjamin Péret était réfugié au Mexique, il se passionnait pour la civilisation maya, ce qui est tout à fait honorable,
il trouvait que l'honneur de poète, c'était de la littérature qui ne s'élevait pas au-dessus du niveau de la propagande pharmaceutique. Bon, encore une fois, il était passionné par les Mayas, ce qui était tout à fait bien, mais bon, le fait est que l'honneur des poètes a vraiment compté. Le fait est que ceux qui avaient du talent étaient du côté de la résistance, incontestablement. Vraiment, c'est un constat objectif, de même que la jeunesse était du côté de la résistance. Il y avait à Vichy, Laval qui avait traîné sa cravate blanche dans tous les couloirs de la Troisième République, le maréchal, tout ça, ces monarchistes qui voulaient rétablir l'Ancien Régime, une odeur insistante, persistante de sacristie avec l'Église qui voyait sa grande revanche sur les lois de 1905, etc., la séparation de l'Église et de l'État. Il ne faut pas oublier tout ça, même s'il y a eu des prêtres résistants, bien sûr. Bon, voilà. Il y avait là donc quelque chose de vieillot, quelque chose de suranné, quelque chose... La jeunesse ne pouvait pas s'enthousiasmer pour ce régime de Vichy. On pouvait s'enthousiasmer pour la résistance, me semble-t-il. Merci, je vous redonnerai la parole tout à l'heure. On va peut-être avoir une discussion plus générale. Oui, je voudrais poser aussi une question avant de donner la parole à la salle. Je voudrais revenir sur un problème qui a été évoqué avec la figure de Péguy d'ailleurs, qui pose, enfin, on pourrait discuter. On en a discuté ici, on a fait une séance sur Charles Péguy. Et ça recoupe le problème les jeunes et les vieux. Les jeunes du côté de la résistance, les vieux, enfin, ce qui est la formule qu'a employée Angelo Rinaldi. C'est que quand même, quand la guerre de 40 éclate, c'est très proche de la guerre de 14-18. Dans nos têtes, on ne s'en rend pas compte, mais il y a que 22 ans. Il y a les gens qui avaient 20 ans à la fin de la guerre de 14, ils ont 40 ans au début de la guerre de 40. Donc il y a vraiment... Alors le problème c'est, on pourrait formuler ça en se disant de ne pas se tromper de guerre, ce qui est un problème. Parce que finalement quand on prend la guerre de 14-18, on se sent spontanément quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je me sens plus proche de Jaurès, qui est contre la guerre, et je pense qu'on est tous bien d'accord là-dessus, que de Péguy, qui là-dessus, j'aime beaucoup Péguy, mais malgré tout, les appels au meurtre de Jaurès, il y a une erreur, il y a une position dramatique prise par Péguy qu'on peut considérer comme terrible. C'est cet appel nationaliste et ce nationalisme de Péguy. Donc, d'une certaine manière, guerre de 14-18, on se sent du côté des pacifistes, on se sent du côté de Zimmerwald, on se sent du côté de ceux qui se sont opposés à la guerre, etc. Et 20 ans après, d'un seul coup, ne pas se tromper de guerre, quelque part, il y a une... Enfin, comment fallait pas se tromper de guerre, quoi. Comment fallait pas se tromper, et comment on peut comprendre aussi, parce que d'une certaine manière, l'internationalisme qui s'était inventé au moment de la guerre de 14-18, qui s'était inventé avec la troisième, qui s'était réinventé avec la troisième internationale, qui s'était réinventé avec la révolution russe, quand même, né dans l'opposition à la guerre, etc. Le mouvement communiste né dans l'opposition à la guerre. Cet internationalisme avait été également explosé par la question stalinienne, avait été au centre des débats du mouvement communiste. Socialisme dans un seul pays ou révolution mondiale, enfin, ça avait été un débat dans l'entre-deux-guerres considérable. Et donc, je pense à comment on peut penser cette question de ne pas se tromper de guerre, quoi, ne pas se tromper de guerre, c'est-à-dire la guerre de 40, c'est pas la guerre de 14, et comment les courants militants ont pu évidemment se tromper de guerre, comment la résistance du coup a été quelque chose qui n'est en continuité quelque part avec aucun des courants existants précédemment. Qu'on puisse se tromper de guerre, c'est pas moi qui dirais le contraire, sûrement pas. Mais c'est pas, ça me paraît évident. Enfin, 14-18, crosse en l'air, bien sûr. Mais 1940, c'est une autre guerre. C'est une guerre idéologique. Hitler, c'est pas le Kaiser, quand même.
il y a autre chose derrière. Il y a une vision du monde. Enfin, ça me paraît évident, non? Alors, le fait est que certains n'ont pas compris ça. Mais enfin, très vite, les faits auraient dû les rendre, faire cesser cet aveuglement. Comment peut-on comparer l'Allemagne de 1914 et celle de 1940? Les camps de concentration sont déjà ouverts dans l'Allemagne de 1940. Le sort des Juifs, on n'imagine pas, parce que c'est inimaginable, ce qui va se passer. Mais on sait que le sort des Juifs ne va pas être enviable. Bon, tout ça n'existait pas en 1914. Donc le côté des roulettes, le côté fleur au fusil, le côté affreux de cet abattoir de 14-18, ces chefs militaires qui sont des criminels de masse quand même, bien sûr, crosse en l'air. Réhabilitation des butins, bien sûr. Mais 1940, c'est autre chose. Là, tout de même, le pacifisme, non, c'est pas possible. L'événement est tellement brutal et énorme. L'ennemi est reconfiguré. C'est plus du tout l'ennemi de 14-18. De même que les combattants chez nous de la résistance ne seront pas les mêmes que les petits piou-piou de 14-18. Voilà. Là, c'est un combat à mort. Moi, Léopold Trepper, l'ancien chef de l'Orchestre Rouge, me disait toujours, entre eux et nous, disait-il, c'était les Juifs, entre eux et nous, c'était une guerre biologique. Ou bien ils disparaissaient, ou bien nous disparaissions. Et c'était une guerre biologique. On ne peut pas dire, autrement dit, chaque mort de 14-18 est un mort inutile. C'est un mort inutile, un mort pour rien. C'est ça qui est dramatique. Mais aucun mort de 40-45 n'est un mort inutile. Il fallait faire cette guerre, il fallait la gagner. Voilà, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas pleurer, à juste titre, sur les enfants juifs enfournés dans les chambres à gaz et développer des sentiments pacifistes vis-à-vis de l'Allemagne hitlérienne. Il faut choisir. C'est ça qui arrive avec la Wehrmacht en 1940. C'est Auschwitz, Srebrenica, Sobibor, c'est tout ça. C'est Drancy, c'est ces convois qui n'en finissent pas. Alors, il faut se battre. Il faut tuer ces gens-là. Et vous savez, les collabos, le nouvel ordre européen, il y a un Allemand, un historien allemand, ça date déjà, pour moi tout date, qui a écrit un livre passionnant, La France dans l'Allemagne de Hitler. C'est-à-dire qu'à partir de toutes les archives disponibles, etc., il a décrit ce qu'aurait été la place de la France dans l'Allemagne de Hitler. Alors je dirais la France, vous pouvez dire, bon, des Français, mais nous étions non pas évidemment mis aussi bas que les Juifs, ni même aussi bas que les Slaves, mais ont été mis très bas. On n'avait pas droit à une existence normale. Hitler haïssait la France et les Français. Donc il y avait quand même un ordre inhumain qui essayait de se mettre en place là. Enfin, je pense que on ne peut qu'être d'accord avec ça. C'est quelque chose. Donc le pacifisme, bien sûr, qui ne serait pacifiste, bien sûr, mais pas là. Là, il faut vraiment y aller. Voilà. Bon, j'ai lu une partie de votre livre, pas tout à fait, pas tout encore. J'ai
énormément apprécié cette question du bonheur, et c'est à partir de cette question du bonheur que je vais prendre un aspect qui me semble, même si, qui me semble un petit peu injuste dans votre livre. C'est-à-dire que dans cette guerre, ces personnes qui ont fait le choix d'être des résistants par leurs convictions, certains ont pu, d'autres n'ont pas pu, parce qu'ils ont été exclus de cette guerre. Je pense effectivement que j'emprunte ce terme à Michaela Feldman, qui était une militante qui avait fait la guerre dans les colonnes du GUM et qui, à un moment donné, ont été dissoutes, réprimées par les staliniens, avec des exécutions en masse des militants du GUM, et elle a pu être exclue de cette guerre. Et elle n'a pas pu rentrer en France, elle est partie en Argentine, son pays natal. Donc il y a des tas de gens qui ont été exclus de cette guerre parce que finalement, un royaliste pouvait trouver grâce, mais un oppositionnel de gauche ou un trotskiste, jamais. Bon, ça c'est une première chose, et y compris dans les rangs de ceux qui n'étaient pas du Parti communiste. Et quand vous dites sectarisme, c'est pas du sectarisme, c'est pas de la crétinerie, c'est une politique délibérée avec des agents. Je veux dire, Martí, le héros de la mer Noire, mais aussi le boucher d'Albacete, en Espagne. Je veux dire, avec Santiago Garrido, c'est pas rien ces gens-là. C'est des gens qui ont des politiques tout à fait déterminées, conscientes, et qui n'ont rien à voir avec le crétinisme ou le sectarisme. C'est une possibilité. Et donc, c'est toujours difficile, parce que c'est toujours le trotskiste là, qui vient raconter son truc. Et il y a quelque chose d'impossible. Et je vais vous dire, du coup, ça explique l'injustice que vous venez de répéter ici à propos de Benjamin Péret. Je la trouve très grande, cette injustice, dans la façon dont vous traitez dans votre livre. Parce que c'est pas parce qu'il aimait les Mayas qu'il était au Mexique. C'est pas parce qu'il aimait les Mayas. C'est parce que il était allé combattre, lui, contrairement à d'autres, en Espagne, dans les colonnes du GUM et dans la colonne de Rouge. Il était allé combattre physiquement. Il avait été un combattant, et un combattant antifasciste. Il avait vu aussi ce qui s'était passé en Espagne. Et ensuite, deuxièmement, en 1941, il se fait arrêter, en Bretagne, à Rennes. Il se fait arrêter pour un sujet quand même qui n'est pas rien, qui est d'avoir reconstitution de Ligue dissoute. Bon, donc, après, il est libéré, il s'échappe. Mais quelle est la place pour ces gens-là dans cette époque-là? C'est-à-dire qu'il faut voir que il y a quand même quelque chose d'injuste de traiter. Ils n'avaient plus de possibilités. Et je vais terminer par une chose. Je dis d'autant plus que mon propre grand-père, d'origine espagnole et anarchiste, n'a pas été autorisé à rentrer, je veux dire, n'a pas été pris dans les réseaux de résistance en Algérie à l'époque. Il n'a pas pu. Parce que c'était des gens qui avaient la peste. Et que quand ils rentraient dans les maquis, il y avait une véritable haine, contre ces gens-là, et qui était très très bien entretenue. Donc, moi je trouve que cette autonomie, il serait temps, justement, dans cette histoire-là, non pas de faire le procès, de faire des procès, de se faire juge de l'histoire, mais quand même aussi de rendre grâce à ces personnes-là, qui aussi ont combattu d'une autre façon. Et dernière chose, qui va un peu dans ce sens-là, ça c'est une expérience personnelle, oui, c'est une expérience personnelle, mais très rapide. Le 10 mai 81, j'ai passé la soirée avec plusieurs personnes, dont un ancien résistant, Jean Pronto, chef du FTP du 5e arrondissement. Et Jean Pronto, ce soir-là, était bien éméché. Ça arrive. Bien éméché, et après avoir mis des musiques de chants révolutionnaires, il s'est mis à dire des choses. Bon, on a parlé jusqu'à 3 h du matin. Et il s'est dit notamment à dire qu'il avait reçu un ordre
à la libération d'exécution de militants anarchistes, trotskistes, et aussi de militants communistes qui avaient été chargés d'infiltrer la milice, etc., mais qui aussi avaient été des militants qui avaient pris parti contre le pacte germano-soviétique. Et que ces personnes-là ont été exécutées. Et il a dit, et on lui a donné l'ordre, et ils ont dit, on a été des petits soldats, on l'a fait. On en a exécuté 200 à 300. Et je vous dis ça, et le lendemain, je termine. Le lendemain, je recontacte, je dis, mais tu sais ce que tu as dit, etc. Tu peux le répéter quand même, tu peux pas partir sans dire des choses comme ça. Il a dit, moi j'ai dit quelque chose hier. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que aussi, on enferme aussi ce genre de secret. Et cela, c'est un peu dommage. Non, les histoires d'ivrogne, on peut en raconter beaucoup, hein, évidemment. Mais si, allons, bon, Pronto, j'ai bien connu, effectivement. Bon, voilà, ces histoires de militants communistes infiltrés dans la milice et qu'ils reçoivent l'ordre d'éliminer 200, 300. Mais non, mais non. Pour le reste, je plaide coupable. Vous avez raison. Vous avez raison de dire, j'ai dit c'est de la crétinerie, des imbéciles, il y en a partout. C'est le cas pour ces communistes qui disent un monarchiste, oui, mais un anarchiste sûrement pas. Bon, et c'est le cas pour ces deux officiers de l'organisation de résistance de l'armée qui ne veulent pas être libérés par des communistes. Là, c'est du crétinisme. Pour le reste, vous avez raison, et je vous rends les armes. Bien sûr que la tentative, pas la tentative, la politique d'éliminer tout ce qui relevait du trotskisme a été une politique implacable. Je l'ai dit, les appels au meurtre dans les feuilles clandestines du Parti communiste, mais pas seulement dans l'humanité clandestine, mais dans des feuilles renéotées qui circulaient. Il y en a beaucoup qui sont disponibles, et les hitléro-trotskistes, il ne fallait jamais... Donc, vous avez raison. Et vous avez raison de dire que des militants qui auraient souhaité participer au combat en ont été exclus, et que c'est une injustice flagrante. Là, bien sûr, ça c'est une évidence. C'est une évidence. Et que dire à cela? Rien. Bien sûr ils ont été des victimes. Donc effectivement, je comprends que vous ayez été choqué par mon vocabulaire. Là, c'est beaucoup plus que des réactions individuelles complètement aberrantes. Voilà. Bon. C'est une page noire, ça, dans la résistance, que ces assassinats qui ont été commis, perpétrés. Je vous dis, dans certains cas, au moins, une justice posthume a été rendue aux victimes innocentes. Enfin, c'est un peu tard. Oui, on s'était trompé, mais bon, dans beaucoup de cas... vous connaissez l'histoire tourmentée du trotskisme pendant ces années d'occupation. Il y a eu quand même, d'abord, il y avait des divisions extraordinaires, vous le savez. Il y a eu quand même, je trouve extraordinaire que jusqu'en 1944 inclus, chez les trotskistes, en tout cas c'est un grand nombre d'entre eux, De Gaulle soit dénoncé comme un agent de la City. Bon, les communistes orthodoxes avaient cessé d'utiliser cette formule dès la fin 1940. J'ai été étonné, encore une fois, on vit sur une plage du débarquement, Utah Beach, d'entendre qualifier le débarquement d'acte contre-révolutionnaire. Alors là, on demande une explication. Là, tout à coup, la ligne politique est difficile à suivre. En quoi le débarquement allié sur les côtes de Normandie est-il un acte contre-révolutionnaire? Bon, alors bien sûr, c'est pas le communisme qui arrive avec ses armées, mais c'est quand même la libération. Bon, c'est déjà quelque chose, la libération. Après, on voit. Mais bon, voilà, c'est pour ça. Mais pour le reste, vous avez raison
Et il est vrai qu'il y a toute une... enfin, ça part de loin tout ça. La guerre d'Espagne a été l'atelier de tout ça, avec une répression j'ai admiré Arthur London, son rôle sous la résistance, et puis ensuite ses problèmes dans son pays, en Tchécoslovaquie. Mais enfin, j'oublie pas qu'en Espagne, il faisait partie des organes, Arthur London, et que son rôle n'a pas été brillantissime, hein, qui sont un certain nombre dans le même cas. Et que, bien sûr, Durruti, tout ça, bah, on se sent du côté de ceux-là plus que du côté d'en face. Je ne parle pas des franquistes, bien sûr, mais voilà. Donc, vous voyez, donc je retire là, pour tout cet aspect des choses, l'étiquette frivole de crétinisme. Ça va de soi. On va peut-être faire un tour maintenant parce que l'heure passe vite. Alors allez-y, puis je vous passe la parole après. Puis après, vous répondez finalement comme ça à la fin. Question 1. Que pensez-vous de René Hardy? Question 2. Après, selon vous, François Mitterrand était-il un résistant authentique ou un opportuniste qui a retourné sa veste suffisamment tôt? Question 3. Le soutien à la cause alliée a-t-il fléchi sous le bombardement de l'opinion française en 43-44? Attends, Non, mais c'est succinct. alors, oui. Tout aussi succinct. Alors, j'avais deux petites questions en fait. Vous avez parlé effectivement que finalement la collaboration était à l'époque à la mode. Donc, c'est le terme que vous avez utilisé. Donc, j'avais envie, enfin, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on pouvait finalement adhérer à l'idéologie de la collaboration, être du côté des nazis, enfin voilà. Et puis deuxième question, moi je suis issu de l'immigration coloniale, je voulais savoir quelle était la position par rapport à la résistance décolonisée, notamment décolonisée d'Algérie. Voilà. On me fait très court. Comme je n'ai pas encore lu le bouquin, c'est très dur. J'ai écouté les interviews à la radio. J'ai une question sur l'unité de la résistance. Bon, j'ai bien entendu ce que tu as dit, le rôle de De Gaulle. Mais je voudrais savoir plus, parce que là, je ne sais pas s'il y en a pas une nuance, sur le rôle de De Gaulle à la fin de la guerre. C'est-à-dire qu'une impression que j'ai, et qui est un peu donnée, c'est que De Gaulle a quand même brisé la résistance au moment de la libération pour essayer d'éloigner les communistes des postes qu'ils avaient pu obtenir par la lutte armée, et il y avait un espèce de double pouvoir. L'impression qu'on a de l'extérieur, c'est qu'il y a eu une vraie bagarre de De Gaulle pour essayer de les virer. Alors par ailleurs, je crois que sur l'ordre de Moscou, les communistes n'avaient pas du tout envie de prendre le pouvoir, et quand il y a eu le désarmement des FTP, ils ont accepté. Hein. On peut éteindre ce putain de téléphone. Oui. Ils ont accepté, mais je voudrais quand même savoir quel a été exactement à la libération le rôle de De Gaulle par rapport aux communistes qui étaient dans la résistance et qui avaient un certain pouvoir dans la résistance. Et qui d'autre va intervenir? Juste s'il vous plaît, vous éteignez vos téléphones portables. Ça ne suffit pas de mettre en veille, il faut éteindre complètement. Sinon, ça fait des interférences avec le... Merci. Bon, encore. Une petite question sur... Oui, allez-y, prenez le micro. Ouais. Vous avez évoqué le fait que le talent était du côté de la résistance. Juste un mot sur le personnage de Louis-Ferdinand Céline. Bon. Je vous donnerai la parole à tous les deux. Qui d'autre va intervenir? Oui. je suis comme Alain, je vous laisse répondre sur Céline. Oui, j'avoue, Je vais en parler. Mais je vais vous remercier parce que ce que vous en avez dit, d'abord donne envie de le lire. Et puis deuxièmement, vous en parlez avec des mots tellement chaleureux que ça redit quelque chose par rapport à une époque française dramatique et tragique. Et puis vous avez emprunté à Daniel son regard perçant et en même temps
sa chaleur par rapport à des événements de cette ampleur, bon, ce qui est effectivement déjà beaucoup. Moi, je ne voudrais pas vous poser une question, parce que j'en ai pas vraiment par rapport à ce que vous avez dit, puis vous êtes expliqué sur ce qu'a dit Philippe Val tout à l'heure. J'ajouterais simplement à ce qu'il a dit par rapport à Perret, on ne va pas quand même reprocher à Breton de ne pas avoir fait de la résistance. Il n'en a pas fait, mais pour des raisons qu'on sait. Donc, remettons un peu les choses en place par rapport à ça, et je pense que vous êtes d'accord. Moi, il y a autre chose, c'est que, je ne sais pas si vous en parlez dans le livre, il y a une mythologie politique à des fins bien définies de la résistance qui a été créée après la guerre, certainement, et qui est périodiquement revivifiée. Par exemple, faire passer le programme du CNR comme une référence par rapport aux problèmes actuels, c'est à peu près du même ordre que de dire que le programme commun de la gauche en 81, c'était un brûlot révolutionnaire par rapport à la situation d'aujourd'hui. Si on les lit, oui, bien sûr, par rapport à la fadesse et à la fadeur de tout ce qui se dit aujourd'hui, il n'y a pas de doute, mais sur le contenu, on le sait bien. Or, il y a quand même un problème derrière ça. C'est-à-dire que ce que vous avez dit, ce qui me gêne un peu dans ce que vous avez dit, je sais que le débat est court et que c'est difficile, mais l'unité de la résistance, je crois qu'elle a été en grande partie le résultat politique, pas humain, parce que ce que vous avez dit est évidemment exact, mais le résultat politique de la volonté du PCF de la maintenir à tout prix, aussi. Et dans ce cadre-là, on peut comprendre que jusqu'au dernier moment, et après la libération, le PCF se soit fait virer du gouvernement alors qu'il ne le voulait pas. C'est bien ce qui s'est passé. Et dans d'autres pays où la résistance a pris d'autres formes, en Italie, mais en Yougoslavie et ailleurs, la situation n'a pas été la même. Alors, je ne suis pas un apôtre de la guerre civile, évidemment, et de toutes les horreurs qui ont pu l'accompagner en Grèce ou en Yougoslavie, comme vous l'avez dit, mais il y a un problème derrière tout ça. Et ce problème, on le retrouve quand même à chaque fois qu'il y a des situations politiques tendues ou difficiles, et qui font que cette apologie de l'union nationale, qui est effectivement compréhensible face à un occupant, la différence par rapport à la question de Philippe, la guerre de 14, il y a une occupation, il y a avec des gens qui sont là pour tuer les autres, pas pour discuter avec eux. Donc, bon, on voit très bien le réflexe. Mais en même temps, à chaque fois, et on le revoit encore maintenant, il y a cette renaissance d'un mythe fabriqué, qui n'était pas dans la substance des luttes de la résistance. C'est ça que je ne sais pas ce que vous en pensez. À la fin, je vais vous donner peut-être à Angelo et à vous pour conclure. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Parce qu'il faut qu'on arrête. Comme il n'y en a pas d'autres, on arrête. Angelo, je vous laisse la parole, puis je donne la parole pour conclure à notre invité. Je réponds à celui qui m'interroge sur le voyage au bout de la nuit et son auteur. Je dirais simplement, on pourrait rester là jusqu'à minuit, je dirais simplement que la chance d'un écrivain, c'est d'attacher son nom à un vice. Sade, Sacher Masoch, dans la Bible, Onan. Donc nous poserons cette question éternellement tant qu'il existera des racistes et des antisémites. On vous laisse conclure. Maintenant, alors conclure ou répondre aux questions? Répondre et conclure. Les deux. Vous avez le temps, mais là, vous avez toute la un liberté. vieil homme comme moi, là, il faut mémoriser tout ça. Alors, le numéro 1, c'était quoi? Alors, le numéro 1, que pense... J'ai oublié. Que pensez-vous de René Hardy? Oui, c'est ça. Ah, René Hardy, oh. Écoutez, il a été acquitté 2 fois, mais enfin, il y a des acquittements qui peuvent être des erreurs judiciaires, mais c'est ce qu'on pense à la chancellerie. C'est pour ça qu'ils refusent systématiquement les requêtes en révision. Pour eux, les seules erreurs judiciaires, c'est les acquittements.
Mais non, alors René Hardy, écoutez, voilà, je crois que sa responsabilité dans Caluire est écrasante. Il le portait en lui, et il l'a porté en lui, cette culpabilité. C'était un homme détruit de l'intérieur, oui, bien sûr. Amère victoire, beau livre. Par ailleurs, il n'était pas sans talent, René Hardy. Bon, voilà, René Hardy. Oui, alors, Mitterrand, ben, c'est un autre cas de figure. Alors, Mitterrand, bah oui, il est resté longtemps à Vichy, ça c'est sûr. Il a dit à la sortie qu'il ignorait les lois antisémites promulguées par Vichy, le statut des Juifs, il ignorait tout ça, alors que pour travailler pour Vichy, il fallait signer une attestation selon laquelle on n'avait aucun grand-père ou grand-mère, aucune grand-mère juive. Bon, donc il devait être un petit peu au courant quand même. Mais bon, il est arrivé un peu tardivement. Je vous ai dit que ma famille était démocrate chrétienne. Il y a la parabole des ouvriers de la 11e heure qui sont fêtés comme ceux de la première heure. Donc voilà, il a un peu porté la francisque aussi. Enfin, il n'est pas compagnon de la Libération. Bon, Couve de Murville, vous avez raison, Couve de Murville. Il a rallié Vichy dès 1940. Et puis, quand la zone sud a été envahie en novembre 1942, il est passé en Espagne. De Gaulle a dit, tiens, Couve va passer les Pyrénées en sleeping, parce qu'il est parti de Vichy avec un passeport à sauf-conduit, donc il a pu passer les Pyrénées sans scoltiner la montagne et tout ça. Et puis il est arrivé, il s'est mis au service de Darlan. Et puis quand Darlan a été exécuté, il s'est mis au service de Giraud. Et puis quand Giraud a été évincé, enfin obscurci par De Gaulle, ben, il s'est mis au service du général De Gaulle. C'est ça les grands commis de l'État, comme on dit, les grands serviteurs de l'État. Donc, enfin, il n'est pas compagnon de la Libération non plus. Voilà. Alors vous disiez, est-ce que le soutien, comment dire, de l'opinion française a fléchi sous le bombardement allié? Absolument pas. Dans aucun pays, les bombardements n'ont brisé le moral d'une population. Les Britanniques avaient le chef de l'aviation, Harris, qu'on surnommait Bomber Harris, et qui a dit en 1943, avec mes bombardiers, je vais mettre l'Allemagne à genoux. Et il a commencé cette campagne de bombardement des villes pour détruire les villes et les populations civiles, même là où il n'y avait pas. Eh bien, la population n'a jamais craqué. N'a jamais craqué. Au contraire, ça l'a galvanisé. Les populations, l'exemple de 14-18 le montre, s'effondrent quand justement il y a le front, les hommes sont au front, les fils, les maris, les frères, et puis là, on est là, amener sa petite vie, etc. Mais quand on déguste, quand on est sous les bombes, on est dans le coup, donc on tient. Voilà. Bon, donc ça n'a pas du tout... Enfin, si, ça évidemment... ceux qui sont morts ont dû mourir en ne bénissant pas les alliés. Voilà. Alors, rapidement, toujours unité de la résistance. De Gaulle brise la résistance. Non mais attendez. À partir de 1944, c'est une autre histoire qui commence. La politique reprend ses droits, la politique politicienne, je dirais, sans péjoratif d'ailleurs. Et il est évident que... Mais vous avez raison de dire que les communistes n'ont pas été tentés de prendre le pouvoir. Mais un autre intervenant disait, avait l'air de regretter quand même, il y avait un champ qui s'ouvrait. Mais pas du tout. On ne prend pas le pouvoir à gauche, voire à l'extrême gauche, dans un pays où il y a 2 millions de soldats américains et britanniques. Il ne faut pas oublier ça. Est-ce que vous croyez que le moindre coup de force communiste de gauche en général contre De Gaulle et donc aurait été toléré par les Américains et les Britanniques? Mais pas du tout. C'est une évidence.
Donc le Parti communiste a été très sage de ne pas... Bon, il a accepté le désarmement des milices patriotiques sur ordre de Moscou. Il a quitté le pouvoir sur ordre de Moscou, parce que la guerre froide commençait, et même Duclos s'est fait tancer à une réunion qui avait lieu à Belgrade, parce qu'ils avaient trop tardé à quitter le pouvoir, etc. Non, c'était à Slarka-Poreba, c'était en Pologne. Comment? C'était à Slarka-Poreba en Pologne. C'était pas en Yougoslavie? Non, mais c'était Gilas qui avait requis. Voilà, exactement. Ben, je vois que vous connaissez bien l'histoire, je m'efface. Moi, je crois que c'était en Yougoslavie. Toujours les titistes. Non, bah donc en Pologne, mais il s'est fait tirer les oreilles. Il s'est fait engueuler. Et c'est Gilas qui dressait le réquisitoire. Gilas qui lui-même. Voilà. Bon, alors, très rapidement toujours. Ah oui, Breton. Est-ce qu'on peut reprocher à Breton de ne pas faire de résistance? Ben non, il est aux États-Unis. Non, il est au Mexique d'abord. Et puis aux États-Unis. Bon. Ben non, on ne va pas leur reprocher. On va reprocher à personne de ne pas avoir fait de résistance. Encore une fois, bon, le fait est qu'ils n'ont pas fait de résistance. Le fait est qu'il n'y a pas eu, voyez-vous, ce côté divinement antimilitariste des dadaïstes d'abord, et ensuite des surréalistes, divinement antimilitaristes, donc des après la Première Guerre. Il ne peut pas avoir lieu après la Deuxième Guerre. Le soldat inconnu qui se lève et qui parle allemand, merveilleux, mais c'est inconcevable après la Deuxième Guerre. C'est une autre guerre. Et le fait est que Breton et les autres, on ne les a pas entendus. Benjamin Perret, il rentre en France assez tardivement, 47, 48, non? 48, voilà. Bon, on ne peut pas avoir le même phénomène qu'il y a eu. C'est pas concevable, tout simplement. Voilà. Bon, alors dire le programme du CNR, c'est comme le programme commun de la gauche. Non, écoutez, c'est pas la révolution, le programme du CNR. C'est une révolution. Il n'y avait pas d'allocation familiale avant la guerre. Vous aviez 3, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, vous ne touchiez pas un sou de l'État pour les élever. Il n'y avait pas de sécurité sociale. C'est quand même le CNR qui crée la sécurité sociale. Écoutez, il y a un Kessler qui est devenu, après avoir été maoïste, est devenu vice-président du CNPF. Oui, Denis Kessler. Et qui a dit, mais c'est tout récent, enfin, l'ennemi, l'adversaire, c'est le programme du CNR. Il faut détricoter, vous vous souvenez, vous voyez ça, hein? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Vous avez vraiment les bonnes informations. Et ça, c'est formidable. Moi, j'ai été... Alors, c'était pas le but de ce Kessler, mais j'ai été ému en lisant ça. Je me suis dit, mais ça tient le coup quand même, le programme du CNR. Bon, alors, je suis d'accord. C'est les limites de ce grand bonhomme qu'a été Stéphane Hessel. C'est les limites. Bon, mais quand même, avec son indignez-vous, qui est tout entier basé, fondé sur le programme du CNR, bon, les valeurs du CNR, il fait descendre la jeunesse européenne dans les rues. Hein? Bon. Et toujours la jeunesse. Alors, il y a un certain nombre de gens ici qui se sont efforcés de faire descendre la jeunesse dans la rue, ça a marché à certaines périodes, mais enfin là, et celle, c'est tout récent, souvenez-vous, les indignés à Madrid, etc., dans le monde entier. Et à New York. À New York, ben oui, à Wall Street même, absolument. Bon. Alors, bon, formidable. Donc il y a quand même là un terreau. Vous voyez, il y a quand même un terreau qui demeure. Ce terreau de la résistance. Alors, on en voit bien les limites. Vous avez raison. Mais, et je veux pas... Bon, moi, j'ai pas une tête politique extraordinaire. Hein. J'ai accédé à
un certain niveau de conscience politique très tardivement, trop tardivement. Donc je ne vais pas faire la leçon à vous autres qui... Hein, bon, voilà. Mais tout de même, je trouve qu'il y a là des sources auxquelles nous pouvons toujours nous abreuver. Voilà. Il y a toujours des exemples dont nous pouvons nous inspirer. Et d'abord, nous tous qui sommes des vaincus, provisoires peut-être, mais des vaincus. Je pense toujours à cette phrase de ce milliardaire américain intelligent, Warren Buffett, qui dit « Mais bien sûr qu'il y a une guerre des classes, et c'est ma classe qui a gagné cette guerre. » Bon, ils ont gagné. Actuellement, ils ont gagné cette guerre. L'une des leçons de la résistance, c'est que du fond du trou, il faut garder l'espoir. Ça peut toujours changer. Ça change toujours au bout du compte. Donc, la résistance, l'adhésion à la résistance, 50, 70 ans après, ça peut être utile parce que ça montre que quand tout est désespéré, il ne faut pas désespérer. Et je terminerai avec cette citation du grand démocrate chrétien qui était François Mauriac. La seule bêtise en politique, c'est le désespoir. Là, il avait raison. Merci beaucoup.